Hello tout le monde et bienvenue sur Lunettes 3D, mon podcast où je parle de cinéma posément à vos côtés. Je m'appelle Eloane et mon but à travers ce format c'est d'explorer ma cinéphilie et de vous donner envie de plonger dans le 7e art avec moi. Ce soir, on va parler d'un film que j'ai vu pour la première fois il y a littéralement moins d'un mois, c'est-à-dire que avant de le voir, j'avais prévu de parler d'un tout autre film, mais vraiment qui n'avait rien à voir, parce que maintenant, je commence à me faire un petit planning et tout, des œuvres que j'ai envie de vous présenter dans Lunettes 3D, parce que je suis une personne organisée. Mais quand j'ai vu ce film, je me suis dit stop, on arrête tout. C'est de ça dont j'ai envie de vous parler ce mois-ci et de rien d'autre. De toute manière, ça ne sert pas à grand chose de faire durer le suspense davantage. Vous avez dû voir le titre du podcast en cliquant dessus. Ce soir, on parle de Whiplash, réalisé par Damien Chazelle en 2014. Whiplash, ça veut littéralement dire coup de fouet. Et j'aurais adoré que ce soit son titre québécois, parce qu'à chaque fois que les Québécois traduisent un titre, c'est cocasse. Je pense par exemple à Cars qui s'appelle Les Bagnoles, là-bas. Mais étonnamment, Whiplash n'a pas été traduit. Et du coup, je suis un peu déçue. Mais en tout cas, c'est une info inutile que je vous donne avec plaisir. Par contre, ce qui peut vous être utile, c'est de savoir que le film est disponible en VOD un peu sur toutes les plateformes, Canal, Prime Video, etc. Même si ça coûte un petit peu d'argent, sachez que vos 2,99€ ne seront jamais aussi bien investis que dans ce film. Je sais aussi que QGC l'a ressorti il n'y a pas très longtemps dans plusieurs salles, donc n'hésitez pas à vérifier de temps en temps, même dans des petits ciné arts et essais, parce que c'est un film sacrément apprécié des cinéphiles et des programmateurs. Mais concrètement, pour ceux qui n'ont pas vu le film, on t'avoue de quoi ça parle. Déjà, l'histoire se passe aux États-Unis, à New York. Il n'y a pas vraiment de mention d'année ou de mois spécifiques, mais on se doute que Chazelle filme des événements fictifs dans notre époque à nous, c'est-à-dire durant les années 2010. On le remarque bien par l'usage des petits iPhone 4 dans les grosses mains des acteurs et des tenues vestimentaires montrées qui, en 2025, sont un peu douteuses et totalement assassines. Je parle particulièrement des jeans skinny et des gilets à zip informes. Bref, c'est l'histoire d'Andrew Neiman qui a 19 ans et qui rêve de devenir un grand batteur de jazz. Mais pas en mode j'ai envie de devenir un musicien marquant et d'inspirer d'autres artistes de ma génération, en mode je veux devenir le meilleur quitte à sacrifier la majorité de mes proches et ma santé mentale pour parvenir à mes fins. C'est un peu la mise en image du proverbe on n'a rien sans rien. Le film montre jusqu'où Andrew est capable d'aller pour incarner son rêve. On assiste en quelque sorte au développement de son obstination. Au début du film, il rejoint le conservatoire Schaeffer, qui est le meilleur du pays. Il est batteur et intègre d'abord un petit orchestre du conservatoire qui n'a pas vraiment de prétention. Ça se voit un peu dans la mentalité des étudiants qui sont plutôt nonchalants et tranquilles. Ils sont assez distraits et on voit concrètement qu'ils débutent et ne s'investissent pas au maximum. Ce qui n'est pas du tout le cas d'Andrew qui répète dès qu'il peut à des horaires un peu aberrantes. C'est grâce à ça qu'un soir, alors qu'il travaille son jeu dans une salle, il se fait repérer par Terence Fletcher, un chef d'orchestre et pianiste de jazz de renom. C'est marrant, je passe ma vie à vous parler de jazz dans ce podcast, mais c'est absolument ok. Fletcher, c'est le chef du studio band. Pour un peu comprendre ce que ça veut dire pour Andrew d'intégrer ce genre de groupe, c'est bien de savoir qu'un studio band dans la musique, c'est un terme qui fait référence à un type d'ensemble de jazz très professionnel, souvent utilisé dans les conservatoires pour désigner l'élite des musiciens. Andrew passe donc de petites répètes pépères au groupe de musiciens le plus avancé de son conservatoire, qui est déjà le meilleur des États-Unis. Comme ça, on est bien situé, quoi. Au fur et à mesure, Andrew remarque les techniques, comment dire, peu orthodoxes de Fletcher. Au début, il a l'air très professionnel, proche de ses étudiants, et en fait, on se rend compte que c'est un tortionnaire qui utilise l'humiliation et la violence verbale et même physique dans le but de pousser ses musiciens à se dépasser. On dirait qu'il veut toujours plus repousser les limites de chacun, et c'est montré d'une manière tellement réaliste que ça choque totalement le spectateur, moi la première. Andrew va donc développer cet état d'esprit-là. Il s'isole de plus en plus, il quitte sa copine pour consacrer tout son temps à ses répètes, et même quand son corps est littéralement épuisé, il se force à continuer. Il intègre les méthodes de Fletcher hyper rapidement et il se les inflige à lui-même en fait. C'est douloureux de le voir se transformer de cette manière et en même temps on a du mal à se positionner et à cautionner les comportements qu'il développe vu qu'ils sont pas très sympathiques. C'est concrètement comme ça que moi je voyais les gens qui étaient terrain 1 en badminton au collège. Ils jouaient leur vie à chaque service et moi je repartais en pleurant dans les montants descendantes, c'était un peu un traumatisme. Faut savoir que le film vient d'abord d'un court-métrage que Chazelle a réalisé en 2013 à l'occasion du festival Sundance, parce qu'il galérait à trouver des financements.
Selon lui, c'était lié à l'omniprésence du jazz dans le film. Dans le court-métrage, il présente une scène de son film qui dure 18 minutes. Une chose est sûre, quand on regarde ce format court, on comprend en direct la tonalité entière du long-métrage, qui tourne autour de la performance mémorable de l'acteur de Fletcher, J.K. Simmons. Cette scène, elle est marquante et elle représente la première fois qu'Andrew joue avec le studio band. On voit que la scène est dégressive et représente en soi un aperçu de la descente aux enfers qui sera présentée en format long. La scène est reproduite à l'identique dans le film, avec quelques acteurs qui diffèrent, mais dans l'ensemble, c'est la même chose. Les mêmes humiliations, les mêmes châtiments corporels, et quand je dis ça, je pense pas seulement à des petites gifles, mais aussi à des lancers de chaises. Fletcher hurle dès qu'il est pas content, il tombe dans des remarques ultra dégradantes, homophobes, grossophobes, tout ce que vous voulez. J'ai même pas envie de mettre un extrait par peur de me faire censurer au vu de toutes les folies qu'il débite en l'espace de 30 secondes. Et parce qu'Andrew est légèrement décalé par rapport au tempo, Fletcher l'humilie publiquement en s'appuyant sur des anecdotes perso que Andrew lui avait confiées en pensant pouvoir lui faire confiance. Fletcher retourne ça pour en faire passer pour un gosse pathétique en fait. Donc franchement c'est une super méthode de travail, tu m'étonnes que Andrew il finit totalement dingue. Et grâce à cette petite capsule du film, on comprend très bien les deux personnages. Fletcher est hyper complexe, il est très hostile et en même temps il est capable de démontrer quelques traits d'empathie comme on le voit au tout début de l'extrait. Malgré cette profondeur, le film est clair, c'est un vilain, même dans la manière dont il est filmé. Et ça je vous en parlerai dans quelques temps, mais il n'y a aucune zone grise. Cet homme est mauvais. Il a pour mantra l'abus et la construction d'un environnement toxique pour atteindre ce qui se rapproche le plus, selon lui je précise, de l'excellence. Même au sein du studio band, il monte n'importe qui l'un contre l'autre. Sa quête, il l'explique dès le début, c'est de trouver son propre Charlie Parker. Dans le film, Fletcher évoque Charlie Parker, qui est un vrai saxophoniste de jazz américain, comme un modèle d'excellence. Il raconte son histoire, qui est réelle et un peu mythifiée, je pense, où Joe Jones, un batteur de jazz, aurait lancé une cymbale au visage de Parker lors d'une performance ratée, ce qui aurait poussé Parker à s'entraîner intensément, jusqu'à devenir un génie et mériter son surnom de Bird, dont Fletcher parle vraiment beaucoup. Cette anecdote, elle sert à justifier sa philosophie extrême. Fletcher y croit que la pression et l'humiliation peuvent produire des génies comme Charlie Parker. Il veut donc créer quelqu'un capable de dépasser ses démons intérieurs et renier n'importe quelle conception obstacle, comme des phrases hyper vagues genre « l'important c'est de participer ». Moi j'adore ce genre de truc. Pas Fletcher apparemment. Mais du coup, quand il explique sa motivation, il a même pas l'air méchant, ni au courant du degré de gravité de ses actes. Parce que après s'être fait renvoyer de Schaeffer à cause des accusations d'élèves, dont Nyman, Fletcher il devient pianiste dans des bars. Nyman qui à ce moment-là a totalement arrêté la batterie par pur dégoût de cet instrument qu'il a littéralement mis en danger. Regardez le film pour comprendre. Il tombe sur Fletcher. Et en fait, ils ont une conversation dans le bar où il joue. Et son ancien prof, il explique justement pourquoi est-ce que il incite autant ses élèves à se dépasser, quitte à être totalement surmenés. Vous m'excuserez, l'extrait est en anglais, parce que je vais vous mettre un extrait, mais maintenant que je vous ai un peu expliqué de quoi ils parlent tous les deux, je pense que vous pouvez à peu près comprendre quelques mots qui expliquent sa philosophie. Truth is, I don't think people understood what it was I was doing at Schaefer. I wasn't there to conduct. Maybe Frank can wave his arms and keep people in tempo. I was there to push people beyond what's expected of them. I believe that is an absolute necessity. Otherwise, we're depriving the world of the next Louis Armstrong, the next Charlie Parker. À la fin de la scène, je vous ai pas tout mis parce que ça durait quand même 4 minutes, Fletcher dit que la pire des phrases à prononcer à un apprenti musicien, c'est bon travail. Parce que ça les encourage à se contenter de leur médiocrité et ça empêche n'importe qui de dépasser ses limites pour atteindre la perfection justement. Donc en fait, on voit à quel point il est radical dans ses méthodes et dans sa façon de penser. Parce que pour lui, un encouragement, c'est vraiment un truc qui doit se mériter, quitte à sacrifier toute petite phrase sympathique, genre bon travail, pour juste aider l'autre à se sentir considéré, quoi. Il me fait un peu penser au personnage mythologique de Pygmalion qu'on retrouve dans Les Métamorphoses d'Ovide. Peut-être que vous l'avez vu au collège, mais Pygmalion, c'est un sculpteur qui est dégoûté par les femmes réelles, qui juge impures ou indignes. Je vais pas vous donner mon avis sur ce personnage. Il sculpte alors une statue de femme parfaite, si belle qu'il en tombe amoureux.
Et touché par sa passion, la déesse Aphrodite, ou Vénus dans la version romaine, donne vie à la statue que Pygmalion va épouser, parce que c'est normal d'épouser une statue vivante. Même si ici c'est pas une relation amoureuse qui se construit entre Fletcher et Niemann, on retrouve cette même fascination du créateur pour sa créature. Fletcher fabrique l'objet de son ambition au lieu de le rencontrer dans la réalité, ce qui mène à une relation hyper déséquilibrée. Le créateur façonne, modèle, contrôle, ainsi la créature n'existe qu'à travers lui. Il y a un peu aussi dans l'écriture de Chazelle une mise en lumière de l'hubris, qui est un terme qui est apparu dans l'Antiquité pour désigner le trait de l'être humain qui cherche à dépasser nature ou divinité pour atteindre la perfection. Fletcher, il incarne totalement cette arrogance et cette avidité de réussite qui fait qu'il se pense au-delà du commun des mortels pour exiger autant d'excellence de ses élèves. Il s'attaque en plus à Andrew, qui est un personnage fracturé et marginal dès le début du film. Il a toujours eu besoin d'être mieux que l'image qu'on lui a renvoyée de lui toute sa jeunesse, et aussi même de l'image qu'il a de son père. Son père, c'est un homme tout gentil, qui s'excuse quand on le bouscule. Quand on se moque de sa cuisine, il rigole tristement. Et en fait, il s'est toujours laissé marcher dessus sans jamais brandir le bouclier de grands principes ou de belles ambitions. Je vais vous mettre un petit extrait en français cette fois d'un repas de famille auquel Andrew assiste, où cette fois-ci il explique son point de vue sur l'excellence en s'appuyant encore une fois sur l'avis de Charlie Parker. Ce mec ne nous laissera jamais tranquille. T'as des amis, Andy? Non. Arrête. Comment ça se fait? Je sais pas, j'ai jamais compris à quoi ça servait. Bah, si t'as pas d'amis avec qui tu vas jouer. Lennon et McCartney, ils étaient copains d'école, c'est pas vrai? Charlie Parker connaissait personne avant que Joe Jones lui jette une cymbale à la tête. Si c'est ça ton idée du succès... Je pense qu'être le plus grand musicien du XXe siècle, c'est l'idée du succès de tout un chacun. Mourir fauché, alcoolo et bourré d'héroïne à l'âge de 34 ans, c'est pas exactement mon idée du succès. Je préfère mourir fauché et alcoolo à 34 ans et que les gens dans un dîner parlent de moi que vivre riche et sobre jusqu'à 90 ans. Et que plus personne se souvienne de moi. Ah, mais tes amis se souviendraient de toi, justement. Aucun de nous n'a été l'ami de Charlie Parker. Mais ce qu'on remarque quand on voit comment Andrew parle de tout ça, c'est qu'il n'a aucune confiance en lui. Il n'atteint pas ses objectifs. Il vise le meilleur alors qu'il n'est même pas capable de prendre soin de lui et de sa santé mentale, qui n'est que mise à rude épreuve quotidiennement. Il veut atteindre le niveau de Fletcher alors qu'il n'a même pas les épaules en soi, et toute son estime de lui gravite autour de cette illusion de réussite qu'il a quand il est encore membre du studio band. Par exemple, c'est quand il est enfin remarqué par Fletcher qui propose à la fille qui lui plaît de sortir avec lui. Et en fait, c'est un boost à son ego qui lui donne des ailes. La musique, c'est tellement tout pour lui qu'on se doute qu'il aurait jamais pu atteindre ça par lui-même, qu'il serait jamais allé voir cette fille s'il n'avait pas eu cet encouragement primaire en fait. Et au fur et à mesure du film, on remarque que Andrew part totalement en lambeaux. J'ai pas envie de tout spoiler, mais il y a un moment où il lui arrive un truc sérieusement grave qui l'handicape physiquement. Pourtant, tout ce à quoi il pense, c'est à une audition qu'il a dans 5 minutes. Il s'en fout d'aller à l'hôpital ou de se soigner, son seul but c'est d'arriver à l'audition à temps pour prouver à Fletcher qu'il mérite son rôle de batteur dans l'ensemble. Ce qu'il subit encore et encore, c'est que rien n'est figé dans la pierre et qu'il faut constamment se battre pour mériter ce qu'on croit être acquis. Mais en fait, sa carrière, elle est finie avant même d'avoir commencé. Ces personnages, ils sont très profonds grâce à l'écriture de Chazelle, mais aussi et surtout grâce au jeu d'acteur monumental qui est présenté ici. Ce qui est étonnant, c'est que Fletcher, c'est un rôle qui distingue carrément J.K. Simmons du reste de sa filmo. Dans sa carrière, il a joué beaucoup de rôles secondaires notoires, notamment dans la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, où il incarne J. Jonah Jones, qui est le rédacteur en chef du Daily Bugle, où travaille Peter Parker. Moi, c'est de là que je le connais. Par contre, il fait vachement de doublage dans des séries et des films d'animation. C'est la voix de Nolan Grayson dans Invincible, dont la saison 1 est sortie en 2021, qui est une série que je dois absolument voir rien que parce que je saigne la bande originale matin, midi, soir. Il fait aussi des voix dans BoJack Horseman, Zootopie et même Kung Fu Panda 3. Bref, il est un peu partout et je trouve que le seul film où il est vraiment mémorable, c'est justement Whiplash. En ce qui concerne Miles Taylor, l'acteur de Niemann, sa carrière, elle a véritablement décollé ces dernières années. Moi, pour être honnête, je me rappelle surtout de lui dans des films genre Divergente que je regardais quand j'étais une ado prépubère, et il jouait Peter qui était le mec relou, toujours à manigancer dans le dos des héros, et en plus il avait zéro charisme.
Pourtant, le charisme, il en déborde avec ses derniers rôles comme Top Gun Maverick, qui date de 2022, The Gorge de Scott Derrickson, qui est sorti cette année sur Apple TV. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse sur ce film, parce que littéralement tout le monde l'a vu quand il est sorti. Il apparaissait partout sur Letterboxd, et moi par fierté, j'ai pas voulu le voir. Mais depuis que je suis tombée amoureuse du jeu d'acteur de Miles Teller, je me dis qu'il faudrait. En tout cas, Miles Teller, il joue de la batterie depuis ses 15 ans. MDR, ça aide pour ses personnages. Il joue de la batterie pendant 90% du film, sauf vraiment dans des moments de technicité extrême où là, il a une doublure. Il faut aussi savoir que le film a été tourné en 9 jours. Du coup, cette intensité, cette angoisse à son paroxysme, elle a été portée à bout de bras par les acteurs en très peu de temps. Et en fait, moi, je trouve ça admirable. En tout cas, une chose est sûre et certaine, c'est que ces deux acteurs, ils sont concrètement sublimés par la caméra de Damien Chazelle. Et pour être totalement transparente avec vous, j'ai pas parlé de lui dès le début de l'épisode parce que je sais que j'aurais fait des digressions pendant 30 minutes. Je trouve cet homme absolument extraordinaire, en toute subjectivité. De toute manière, il est le réalisateur de mon film préféré, du moins celui qui m'a transmis cet amour du cinéma, La La Land, sorti en 2016. En plus, quelqu'un a osé me dire il y a pas très longtemps que ce film était surcoté, alors que c'est absolument faux. C'est une œuvre d'art hors norme et le premier qui me dit qu'il la regardera pas puisque c'est une comédie musicale, il va se manger une tarte. Rien que pour changer de vision sur le monde, il est primordial, j'insiste, de prendre ces 2h08 et de se pencher dessus. De toute façon, je l'ai déjà mentionné sur Lunettes 3D et je le mentionnerai encore et toujours. Faut quand même savoir que Damien Chazelle, c'est un réalisateur relativement jeune. Il est né en 85, il n'a pas encore fait tant de films que ça, mais il a fait pour moi au moins ces 2 films qui méritent d'entrer dans le palmarès des meilleures œuvres cinématographiques. Par contre, Babylone, qui est sorti en 2022, c'est pas un film incroyable. J'ai vu beaucoup de gens sur les réseaux sociaux dire qu'on aime ce film seulement si on est un vrai cinéphile et que c'est pour ça qu'il a pas bien marché. Je suis désolée, je l'ai pas aimé et pourtant je me considère comme une vraie cinéphile vu le temps que je prends à écrire ces podcasts et les 20€ qui partent de mon compte en banque pour aller payer mon pass UGC tous les mois. Donc je me permets de pointer du doigt le fait que ces 3 heures de Babylone, c'est de l'intrigue laborieuse, des péripéties pas intéressantes et des personnages difficilement appréciables malgré le jeu d'acteur extraordinaire de Margot Robbie et évidemment Diego Calva, ce bel homme. Même si c'est pas le film dont je vous parle aujourd'hui, je tenais à dénoncer cet engouement non mérité et je refuserai toute opposition parce que quand vous voyez la scène de clôture, cet épilogue hyper en apothéose, très grandiloquent, on souffle. En tout cas, la manière de filmer de Chazelle est pleine de sens. Et même si j'ai moins aimé Babylone, il faut reconnaître que la direction artistique, elle est géniale. Et c'est là où j'enfile mes petites lunettes stéréoscopiques pour vous parler de l'image. Sur le set de Whiplash, c'est Sharon Mayer qui était chargée de la photographie du film. Je vous en ai déjà parlé sur Lunettes 3D. La photographie, c'est tout ce qui concerne les visuels, les couleurs et les mouvements de caméra d'une œuvre. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est qu'il s'inspire beaucoup de l'esthétique des covers de jazz des années 50-60. On repère une utilisation très marquée des tons jaunes et orange, toujours étalonnés d'une façon très vibrante, un peu comme du coup sur les pochettes des vinyles, genre ceux de Miles Davis que vous trouvez à la Fnac par exemple. Ces couleurs-là, elles sont aussi un peu étouffantes. Parfois on a quasiment cet effet claustrophobe à force de se sentir autant oppressé par des tons qui fatiguent les yeux. C'est une atmosphère pressurisante, un peu comme celle que subit Andrew au conservatoire. Après, on a un contraste choquant avec des tons beaucoup plus sombres et froids, comme des verts et des bleus, notamment lorsqu'on a des plans larges sur la ville de New York, qui est montrée comme insécurisante et un peu étrange. On a aussi ce genre de couleurs dans des moments où Andrew est au plus bas, se prenant de plein fouet sa déprime, son abandon de la batterie et tout simplement sa solitude. Les mouvements de caméra sont rapides, frénétiques et ne laissent jamais les personnages tranquilles, surtout concernant Andrew. Dans les pires moments d'humiliation, on sent toujours le regard dépréciateur de Fletcher à travers l'image, dans des plans rapprochés absolument inhumains sur la douleur du personnage, quitte à le montrer en sang, en larmes, et on voit beaucoup sa transpiration. Donc en fait, on a tout un kaléidoscope de symboles, j'utilise des mots fancy, qui montrent sa souffrance et son acharnement, que ce soit explicite ou justement subtil. Ce qu'on voit, c'est que la caméra, elle oscille entre stabilité et perturbation, un peu comme l'état mental des personnages qui nous sont montrés. Quand on est dans une scène où joue le studio band, la caméra, elle suit la fluidité de la musique, et dès l'instant où Fletcher arrête les musiciens, la caméra s'arrête également. Au final, elle suit les ordres et les directives du chef d'orchestre.
Par contre, quand on se penche sur un élément de torture psychologique, on voit que la caméra, elle est tenue à la main ou sur l'épaule, elle est plus tremblante, mais donc plus vraie. De toute façon, cette direction, elle est très viscérale. C'est un peu le mot utilisé par tout le monde, et c'est un mot très très vrai pour parler de ce film. Si je veux même utiliser mes mots un peu alambiqués, Sharon Mayer opère une vraie dichotomie entre les moments silencieux et familiaux, où l'image elle est détendue, et les moments bruyants où tout n'est que agitation et stress permanent. La prise de son, elle accompagne merveilleusement bien tous ces effets de style, ce qui fait qu'on est vraiment immergé dans le film et c'est extraordinaire. Quand je l'ai regardé, j'étais tellement happée et investie que j'ai filmé ma réaction à chaud pendant le générique de fin. Je fais jamais ça, mais je trouvais ça marrant de vous mettre l'extrait sonore parce que je pense que je suis pas du tout la seule à penser comme ça et que ma réaction, elle est plus que spontanée. J'ai jamais vu un film qui m'a fait ça. Voilà. Je sais pas pourquoi je tenais à le documenter parce que j'ai été prise au trip d'une manière tellement viscérale que mon cerveau en est absolument retourné. Et c'est du génie pur, mais genre l'essence brutale du génie. C'est genre extraordinaire et c'est dingue. Voilà, les longues pauses et ma voix péchue en disent long. En tout cas, un autre élément fondateur de cette atmosphère aussi marquante, c'est la bande originale. C'est logique, on a sous les yeux un film musical qui reprend et questionne les codes du jazz et du génie artistique. Chazelle y travaille sur tous ses films avec Justin Hurwitz, je vais le prononcer comme ça, depuis Guy and Madeline on a Park Bench, qui est sorti en 2009, jusqu'à Babylone en 2022. C'est Hurwitz qui signe la composition de toutes les bandes originales. Ce qui est trop mignon, c'est qu'ils se connaissent un peu depuis toujours. Ils étaient tous les deux à l'université d'Harvard et en fait, un truc assez dingue, c'est qu'ils étaient colocs dans le même dortoir et qu'ils faisaient partie du même ensemble musical. Ils jouaient dans un groupe de pop britannique appelé Chester French et vous allez pas me croire, mais Hurwitz était au piano et Chazelle à la batterie. Mais non! Du coup, on comprend tout de suite beaucoup plus ce film et son aspect réaliste et organique. Chazelle a mis tellement de lui dans cette écriture parce qu'il a vécu une expérience similaire à celle d'Andrew. Il restait pourtant un étudiant dans une formation élitiste qui tentait de comprendre et vivre de sa passion. C'est très anatomique. Et en fait, c'est pour ça que ce film parle énormément à tous les musiciens, aussi amateurs soient-ils, qui se sont enchaînés des années douloureuses de solfège pour essayer de prendre du plaisir en jouant 3 minutes de la flûte à bec. Du coup, ce qu'Hurwitz a de spécial, c'est qu'il est hyper polyvalent. C'est un artiste capable de composer des mélodies style comédie musicale avec du sarcasme et un petit côté amusant, joueur comme dans La La Land. Il a aussi une patte super originale, comme avec Babylone, où là, la musique, elle se démarque vachement. Puis même si on remonte à la première collaboration de Chazelle et Hurwitz, qui est le film que je viens de mentionner, Guy and Madeline on a Park Bench, c'est un travail super ambitieux qui a ensuite donné les codes du cinéma de Chazelle. Ce film, il a été tourné pour le projet de fin d'études de notre petit réal et en fait, il mélange jazz et ciné en noir et blanc. L'histoire, elle parle de 2 persos, comme vous l'avez sans doute deviné. Guy, c'est un trompettiste de jazz en couple avec Madeleine, une jeune chômeuse qu'il suit un peu partout. Mais Guy va rencontrer une autre femme, quitter Madeleine, et celle-ci, elle va prendre quelques temps à se reconstruire avant de passer à autre chose. C'est une histoire un peu de la trope right person, wrong time. Parce qu'ils essaient de se retrouver, mais n'y parviennent pas, c'est la bonne personne au mauvais moment, chacun ayant un rythme de guérison différent. Les acteurs sont pas très connus et pourtant c'est un long métrage bien accueilli par la critique. En tout cas, je trouve que c'est une très bonne entrée en matière dans le monde de Chazelle parce que ça danse par exemple. Je trouve ça top dans la filmographie de ce réal. Il trouve toujours le moyen de créer une connexion entre ses racines culturelles et la modernité du cinéma. Je trouve qu'il est toujours un peu en avance sur ce que font les autres, toujours un peu plus avant-gardiste, pionnier même d'un cinéma qui transpire la réalité. Chazelle, il a toujours fait des films d'auteur qui s'inscrivent dans une veine atypique et surtout carrément réaliste. On peut même l'identifier à l'esthétique du cinéma vérité, qui est un concept désigné en 1960 par Edgar Morin, qui était un sociologue et philosophe français. Il explique justement ça par, je cite l'encyclopédie Universalis, l'exploration du monde visible fondée sur le montage de plans volés à la réalité brute. En tout cas, pour concrètement décortiquer cette atmosphère collée à la peau de la réalité, il faut parler de la fin. Pour tenter de ne pas vous spoiler la fin de Whiplash, je ne vais pas expliquer comment le film se finit, seulement les réactions qu'il provoque qui en disent long sur l'être humain et son fétichisme de l'idée du succès. Pour cette partie, je vais m'appuyer sur une vidéo de la chaîne YouTube Latarax parce que je l'ai trouvée super qualitative. C'est un Américain qui l'anime tout seul
Donc la vidéo elle est en anglais, mais je vous encourage vivement à aller voir ce contenu de vos propres yeux puisque l'Atarax a moins de 4000 abonnés et pourtant c'est hyper intéressant. Je suis totalement d'accord avec lui sur un point, le film c'est un miroir, c'est une réflexion de notre conception de la réussite. Il ne glamourise aucun personnage parce que comme je l'ai dit plus tôt, il apporte de la complexité même au tyran du film pour nous faire comprendre ses agissements. Si on se base sur comment les personnages conçoivent le succès, on va tomber sur quelque chose de destructeur et d'extrême. Ce que fait Nyman en coupant toutes ses connexions avec les autres, en se consacrant à l'adoration d'idoles du jazz, en passant toutes ses heures à pratiquer, quitte à repousser toujours plus ses limites physiques. Quelqu'un qui a moins d'ambition ou qui est tout simplement normal saura voir le succès comme l'accomplissement d'un objectif, peu importe son ampleur. Si tu arrives à faire fleurir une plante, à avoir une bonne note, à finir un livre en un certain laps de temps, tu es content de toi. Mais le paradoxe, c'est que pour les gens, le succès, c'est être le meilleur dans un domaine et rien de moins. C'est ce qu'on constate lors de la scène du repas de famille que je vous ai incrusté quelques minutes plus tôt, ou même à travers plein de films qui sont considérés comme des classiques, genre Le Loup de Wall Street, où on voit des personnages totalement abjects se faire plein de thunes et dire plein de trucs absolument condamnables, tout en y prenant goût. Et en fait, ça leur procure un certain plaisir malsain de faire toutes ces choses interdites et illégales. Le film, il est passionnant tout en restant assez immonde, et nous, les êtres humains, on adore ça. On adore quand c'est violent, quand ça saigne et quand ça galère, en fait. Le succès, c'est une quête initiatique dans laquelle on se lance tous. On le voit dans la publication de livres de développement personnel, l'omniprésence de coachs de vie sur les réseaux sociaux, etc. Dans notre inconscient collectif, le succès, c'est égal à la consistance. On veut être vu comme très occupé, mais toujours inscrit dans une exponentielle de réussite et de productivité. Parce que le principal antagoniste de cette quête, c'est la peur. C'est le seul personnage qui est opposé au succès. La peur d'être juste normal, la peur d'être commun, de ne pas réussir, de ne pas se distinguer du reste des gens. Et si ça ne marchait pas, et si un seul échec entraînait la fin, tout simplement. Si on se concentre 2 minutes du coup sur cette fameuse fin, Andrew est tellement peu sûr de lui que cet acte en apothéose, qui devait être une vengeance contre Fletcher, finit en cri de désespoir pour obtenir son approbation. Encore une fois, je vais pas vous dire ce qui se passe, mais ceux qui ont vu le film savent très bien de quoi je suis en train de parler. Il est rien tout seul. Andrew, il a négligé sa famille, la seule fille qui s'était attachée à lui, maintenant, il a plus personne. Ce qui est ouf cependant, c'est que la fin, elle est considérée comme une happy end par plein de gens. Ils la désignent comme un triomphe, comme si Nyman avait enfin réussi à atteindre son objectif et à devenir l'un des grands. En fait, Chazelle, il est d'ailleurs étonné que les spectateurs la considèrent comme triomphante et non pas tragique. Il pensait que la fin serait plus perçue comme tragique que victorieuse, vu que le film présente un faux succès qui détruit davantage le personnage plutôt qu'il ne le sauve. On remarque donc qu'il y a une glorification de la violence dans le divertissement et au sein même de l'être humain, de son fonctionnement. Je suis sûre qu'en vous disant ça, vous pensez tous à une ou plusieurs scènes qui romantisent certains personnages humoraux, avec une abstraction de toute la violence pour glorifier n'importe quoi. On est susceptible de changer de point de vue sur le mal en fonction de tous ces petits contenus qu'on consomme. Parce que même si le spectateur se situe davantage du côté d'Andrew, faut pas oublier qu'il a agressé son professeur devant un jury, qu'il s'est fait virer de l'école, qu'il a fait preuve de pas mal d'arrogance et qu'il l'a envoyé bouler tous ceux qui se mettaient en travers de sa route, même pour tenter de l'accompagner. C'est pas forcément ma vision totale de quelqu'un de bien. Faut se le dire, Andrew il s'est perdu dans le processus. Donc est-ce qu'on est ok sur le fait d'accepter toutes ces parties sombres du génie torturé ou est-ce qu'on se concentre sur ce qui est plus simple à voir ? En tout cas, ce qui ne nous demande pas d'effort à voir, c'est que ce film a gagné en 2015 3 Oscars pour le meilleur acteur dans un second rôle, J.K. Simmons, le meilleur montage et le meilleur mixage son, ce qui est totalement mérité selon moi. J.K. Simmons, il a aussi gagné un Golden Globe et un BAFTA, donc c'est concrètement dingue. Je pense qu'on ne se rend pas compte de ce que vaut ces titres, mais si on se penche sur le commun des spectateurs, sur Letterboxd, il est noté 4,4 sur 5, avec une majorité de 5 étoiles qui sont données. Pour moi, c'est un 5 étoiles total. Ce film, il est brillant, il est viscéral et il est carrément philosophique. Et dites-vous, si la majorité des utilisateurs Letterboxd mettent 5, c'est que c'est pas un film nul. Enfin, genre vraiment, les gens sur Letterboxd, des fois, font juste du rage baiting gratuitement. Pour conclure cet épisode que j'ai adoré écrire, je vais donc passer à mon concept des 3 dimensions. Dans mes 2 épisodes précédents, j'ai présenté un livre, un film et une chanson. C'est ce que je compte faire à nouveau, mais je préfère vous prévenir que dans un avenir proche ou lointain, je vais tester plein de nouvelles idées. Rien n'est figé dans ce podcast. En tout cas, un livre qui m'a absolument marqué et qui, je trouve, colle parfaitement à la thématique de la violence acceptée et parfois même glorifiée chez l'humain, c'est
Eichmann à Jérusalem rapporte sur la banalité du mal. Alors je sais là tout de suite que le titre paraît soit trop long, soit absolument étrange parce que Eichmann était un officier nazi, et vous devez vous dire mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? En fait c'est Hannah Arendt qui publie cet ouvrage en 1963. Étant philosophe et journaliste à l'époque, elle a couvert le procès d'Adolf Eichmann, qui était un des exécutifs d'Hitler. Je pense que Hitler, vous savez très bien qui c'est. Encore plus depuis que Kanye West a publié une petite chanson apologétique sur lui il y a quelques semaines. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de l'implication massive d'Hitler et forcément de son bras droit Eichmann dans l'Holocauste, les rafles et les exécutions, notamment du peuple juif. Bref, avant son procès, tout le monde pensait que Eichmann ce serait un horrible monstre inhumain qui aurait dû glacer le sang en un regard tout simplement. Mais en fait les jurés se sont retrouvés face à un petit fonctionnaire médiocre qui n'a fait qu'exécuter des ordres selon lui. Et en fait Arendt explique alors un concept philosophique qu'elle a élaboré qui est la banalité du mal. Elle montre que l'humain, je cite, abandonne son pouvoir de penser pour n'obéir qu'aux ordres aussi abjects soient-ils. Il en a perdu cette qualité humaine caractéristique et en fait ce comportement s'explique pas par la méchanceté comme on pourrait le croire mais bien par la médiocrité. Là où je veux en venir c'est que Andrew, au-delà d'être absolument détruit par l'humiliation de Fletcher, devient habitué à ses ordres, à ses interjections, à ce comportement infâme et il en vient même à reproduire tout ça avec ses proches. À force de appliquer ces schémas à nouveau qui semblent immondes à quelqu'un de l'extérieur, le mal s'installe dans ses actions quotidiennes et il crée une atmosphère malsaine comme à Schaeffer. Si on pousse le bouchon un peu plus loin, il faut se rendre compte à quel point le mal est banal chez l'humain mais aussi chez les cinéphiles. Quand on en vient à regarder Fight Club par exemple avec des paillettes dans les yeux alors que ce film est quand même d'une violence extrême. Et en fait je trouve qu'un film qui exprime merveilleusement bien cette quête initiatique de la perfection c'est Black Swan. Le film a été réalisé par Darren Aronofsky qui est la cause de mes cauchemars les plus fous depuis qu'il a créé Requiem for a Dream en 2000. Ce qui est assez dingue, c'est que Black Swan, je l'ai vu pour la première fois à 13 ans. Là, je l'ai vu 6 ans plus tard, avec non plus de la terreur, mais énormément d'admiration et de fascination. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est l'histoire de Nina, une danseuse classique qui obtient dans sa compagnie le premier rôle du Lac des Cygnes de Tchaïkovski. Et en fait, selon cette nouvelle interprétation du ballet, le cygne blanc est aussi performé par la danseuse du cygne noir. Ce qui fait que Nina va devoir trouver en elle cette obscurité, cette fascination morbide pour laisser ressortir le cygne noir et atteindre cette fameuse perfection. Alors même que c'est une jeune fille toute pure et toute naïve au début du film. Progressivement, ce rôle va la consumer jusqu'à la bouffer mentalement et même physiquement. Nathalie Portman, elle est extraordinaire. Vincent Cassel, il est très juste mais aussi très abject, comme à son habitude. Dites-vous, le film est pas triste, plutôt viscéral, dans la même veine que Whiplash, et pourtant j'ai versé ma larme, tellement il m'a remué, mais in a good way. En tout cas, mon pote Mathis m'a envoyé un commentaire Letterboxd qui dit que Whiplash et Black Swan sont frères et sœurs. Je trouve ça carrément vrai, et quand vous avez vu les deux films, vous comprenez très bien ce que ça signifie. Ma dernière dimension, c'est la chanson The Show Must Go On de Queen sortie en 91. Alors là concrètement, le lien entre ça et Whiplash c'est vraiment gros sabot, hein. Je pense que vous vous en doutez. Mais je trouvais rien de mieux adapté. Le refrain dit littéralement « À l'intérieur, mon cœur se brise, mon maquillage s'écaille peut-être, mais mon sourire persiste », selon ma traduction d'étudiante en anglais. Alors oui, Andrew, on le voit quasiment pas sourire, mais l'idée est là. Il fatigue son corps, il s'épuise, il évite la mort carrément, mais rien ne doit l'empêcher de continuer d'atteindre son objectif inatteignable en soi. Il y a une phrase du couplet qui dit « Dehors le jour se lève, mais en moi, dans l'obscurité, je peine à être libre ». Andrew, c'est vraiment cette idée. On dirait, quand on regarde le film, du moins la première partie, que Schaeffer se place dans une faille spatio-temporelle. New York bouge tout autour, mais au conservatoire, il n'y a que ce microcosme qui compte. C'est un écosystème tout recroquevillé sur sa toxicité. Et malgré ce qu'on pourrait penser, Andrew ne se bat pas pour être libre grâce à sa musique. Plus il avance dans son obsession, plus il s'emprisonne dans sa passion. Il est totalement perdu et dépendant. C'est pour ça que je pense que ces 3 dimensions apportent vraiment de la réflexion à propos du film Whiplash. C'est fascinant cette polyvalence qu'a eu Chazelle,
Il donne beaucoup d'aspects philosophiques en créant des personnages horribles et confortés dans leur mal-être, visant une perfection qui les dévore et en se forçant à continuer parce que c'est ça, ils abandonnent pas. Fletcher, il lâche pas sa quête de Charlie Parker et Andrew, il lâche pas sa quête de la perfection musicale. Et voilà, c'est tout pour moi. Je pense avoir vraiment fait le tour du sujet. Du moins, j'ai essayé de vous raconter le maximum de trucs que j'ai appris sur ce film extraordinaire. En tout cas, j'espère avoir réussi à vous encourager à le visionner ou à le revoir sous un autre angle. Et maintenant, je reprends mes lunettes 3D et je pars visionner un autre film que vous découvrirez la prochaine fois, mais sous une forme différente. Je vous dis pas encore quoi.